on passe pour voir, enfin plutôt les collègues géologues de la DIMAC qui sont passés pour voir si à tel et tel endroit il y avait des problèmes d'amiante dans les roches. Monsieur Collin, une précision? Oui, je voulais préciser, la notion de cartographie, c'est extrêmement important dans la phase qui nous intéresse à l'heure actuelle. On connaît les minéraux qui sont susceptibles de participer à cette maladie très grave. Donc on sait que c'est de la trémolite, on sait que c'est de l'actinolite, on sait que c'est du chrysotile, voilà, on les connaît. On connaît les roches qui peuvent les contenir. Donc je crois que là, aujourd'hui, le travail qui est très important, c'est de cartographier exactement et en toute rigueur, avec différentes méthodes. Il y a de la recherche à faire là dans ce domaine pour que l'on ait cette cartographie à l'échelle du territoire. Et ensuite, à partir de cela, eh bien, ce qu'on vient de dire est tout à fait juste. On peut prendre des mesures, non seulement pour sensibiliser les populations qui vivent aux abords de futurs gisements potentiels qui peuvent être utilisés ensuite, parce que c'est seulement quand ils sont utilisés pour des enduits ou pour des routes que ça devient dangereux. Donc on peut sensibiliser les populations et également, donc, par rapport aux constructions de routes, voir à quel endroit on doit absolument surveiller. Donc je crois que la cartographie, c'est très important. On va y revenir avec tout à l'heure une carte justement que nous allons voir de toute la Calédonie et des zones qui sont concernées. Monsieur Robineau, j'ai envie de vous demander, les moyens techniques et les moyens humains sont-ils suffisants? On parle de ce fameux renifleur, entre guillemets, ce susceptibilimètre, parce qu'il y a de la magnétique dans l'amiante, je me suis laissé dire. Donc est-ce que ça avance? Non, malheureusement, on n'arrive pas à diagnostiquer directement l'amiante. Il se trouve qu'actuellement, une des roches les plus suspectées de le contenir, et c'est une roche qu'on utilise, c'est la serpentinite. Et cette serpentinite, a priori, a des propriétés magnétiques. Donc déjà, si on avait un appareil qui nous permettait de repérer les endroits où on a mis de la serpentinite sur les routes, ça nous aiderait pour aller recouvrir. Il arrive, cet appareil? Cet appareil, il y a toute une phase expérimentale et d'application à faire. On en est au premier stade, on a ciblé l'appareil. Maintenant, il faut pouvoir le traîner sur un chariot dans des conditions de piste, etc. Donc il y a toute une phase de mise au point et on en est à la première année et on a devant nous au moins 2 ou 3 ans d'expérimentation pour cet appareil. Et en termes de moyens humains, est-ce que la DIMAC a assez de collaborateurs, on va dire, pour pouvoir mettre en œuvre ce plan? Pour l'instant, on fait au fur et à mesure de notre implication dans cette problématique, on met les moyens qui existent et qui sont certes pas suffisants. Nous avons demandé sur le budget de l'année prochaine la création d'un poste géologue ciblé amiante et matériaux, parce que nous en discutera après des matériaux de substitution. C'est aussi une problématique de notre service. Et donc, à partir du moment où on aura quelqu'un à plein temps et que nous aurons formé des bureaux d'études qui seront capables d'apporter l'expertise pour les entreprises et même pour les individus et qui suppléeront et c'est pas non plus le rôle du service public d'aller faire des expertises pour les entreprises. Donc pour gagner du temps et du temps de géologue et pour que nous on puisse avancer la cartographie des zones à risque, il faudra absolument qu'on forme des bureaux d'études. Et au niveau, Madame Robineau, allez-y. Oui, est-ce que je peux donner un scoop à Monsieur Robineau? Allez-y. Alors, vous êtes là pour ça? En plus des 100 millions qui sont affichés, il est évident que ce poste à la DIMAC sera voté au budget 2008 parce que ça n'est pas un engagement à moitié qu'a pris le gouvernement au travers de la problématique d'amiante, c'est un engagement total. Et en termes d'équipement technique, on va dire, est-ce qu'on a assez de microscopes, par exemple, pour faire des études, Monsieur Robineau? Là, le problème est différent parce qu'il y a une détermination en 2 phases. D'abord, au microscope optique, et nous avons en Calédonie tout ce qu'il faut, mais malheureusement, elle n'est pas suffisante pour prouver la nature, la dangerosité des fibres. Il faut passer par des analyses beaucoup plus poussées avec des appareils qui n'existent pas sur le territoire, en particulier de la microscopie électronique. Je vois Monsieur Collin qui acquiesce. Avec Bernard, on a travaillé, quand il nous faisait l'honneur de travailler à l'IRD, avant d'être à la DIMAC, sur un projet justement d'équipement sur un microscope électronique à balayage qu'on appelle environnemental et qui permet justement de pouvoir observer ces fibres. Donc là aussi, il faudrait qu'on remette ce projet au goût du jour. On essaie de s'y employer actuellement. Ce serait un équipement extrêmement utile sur le territoire pour beaucoup de choses, mais en particulier pour reconnaître les fibres. On parlait de moyens financiers, Madame Robineau. On parle beaucoup en ce moment de plus de France. Est-ce que l'État, sur des crédits spéciaux, comme ceux du ministère de l'Outre-mer, ne devrait pas mettre la main à la poche aussi ?
Ah, ce serait bien, Monsieur Rosette. Ce serait extrêmement bien. Mais à aujourd'hui, l'État n'a pas répondu déjà à la demande qu'on a fait d'affiliation au FIVA. Donc à aujourd'hui, on compte sur les crédits parce qu'il y a quand même maintenant qu'on sait le principe de précaution doit s'appliquer. Bien sûr que l'État a été consulté. Il a été très présent dans l'amiante bâtiment. Bien sûr qu'il sera dans les groupes de travail. Peut-être qu'il s'impliquera davantage. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à vous donner. Alors on a vu effectivement, Monsieur Barthelemy nous disait que tout ce qui était travaux d'aménagement pouvait être risqué, hein, de soulever un peu des poussières d'amiante, mais dans la vie quotidienne, par exemple, les rallyes automobiles, les jeux, tout ça, ça peut être aussi dangereux quelque part? On revient au problème des pistes qu'a soulevé Bernard Robineau. C'est sûr que si vous avez un rallye automobile sur des pistes qui sont recouvertes de serpentinite, ça va majorer les poussières qui vont être émises. Oui, Monsieur Fabre. Oui, justement, à propos des rallyes, le dernier rallye qui s'est déroulé dans la région de Kouawa, j'avais suggéré à la sécurité civile de mettre en place des appareils de contrôle des poussières, justement. Ça s'est passé dans une zone où il y avait très peu d'habitations, donc il n'y avait pas beaucoup de risques pour les habitations, et c'était un moyen parfait de dire ce qu'ont dit les 3 experts qui sont venus dernièrement, qui ont dit qu'effectivement, il fallait faire des recherches et qu'il y en avait forcément sur les sites miniers. Et bon, ça n'a pas été suivi. Bernard Robineau, vous parlez de matériaux de substitution. Que voulez-vous dire par là? Oui, notre problème, c'est qu'il est évident que l'on va vers une interdiction de l'utilisation du matériau serpentinite sur les pistes. Et il faut savoir que beaucoup de communes, et en particulier les communes isolées, qui n'ont pas d'autres ressources et qui ont trouvé ce matériau qui est fort utile pour le soubassement des routes, l'ont utilisé et ne pourront plus l'utiliser. Il faut donc qu'on les aide à trouver des matériaux de substitution. Dans un premier temps, pour recouvrir les endroits près des je ne sais pas, par exemple des basaltes, parce qu'il y a beaucoup de carrières qui sont en basalte. Il s'avère que dans la chaîne, malheureusement, les basaltes sont souvent altérés. Donc on a un vrai travail de recensement des carrières de serpentinite pour les interdire à terme, et de recensement de matériaux de substitution de proximité, parce qu'amener des granulats, ça va avoir un tel coût que beaucoup de développements dans ces endroits isolés vont être freinés par le coût. Donc il faut qu'on les aide à trouver des méthodes de substitution. Monsieur Collin, une précision? Je voulais dire en termes de financement que depuis 2005, les programmes de recherche ont été cofinancés par le ministère de l'Outre-mer. Donc je crois que là, il faut creuser cette piste aussi et essayer de trouver des financements complémentaires. Et pour la partie recherche, il existe à l'heure actuelle des appels d'offres nationaux de l'Agence nationale de la recherche qui travaille sur des problématiques environnementales. Et je crois que là aussi, il serait bon que la communauté, qui est actuellement le noyau fort de base que l'on a ici, se regroupe avec d'autres experts, hein, d'autres chercheurs de métropole, mais aussi peut-être d'Australie ou d'autres pays environnants, pour pouvoir faire un programme qui serait soumis à l'ANR. Je pense que c'est une piste de recherche qui n'est pas à négliger, parce qu'on peut obtenir des montants qui vont de 600 000 € à 1 million d'euros sur 3 ans. Monsieur Fabre. Oui, justement, au titre des programmes de recherche, nous avons l'Andeva de métropole, alors donc qui siège au conseil d'administration de l'AFSET, l'Association française de santé, sécurité, environnement et travail, qui a saisi l'AFSET pour qu'elle vienne ici. Et comme l'AFSET, c'est un peu comme le FIVA, c'est une organisation qui a des ministères de tutelle. Les ministères viennent de se mettre en place et c'est en train de se discuter. Il y a également en Suisse, où ils sont très compétents, l'Institut universitaire roman de santé au travail, qui travaille là-dessus, que j'ai contacté quand on était à Paris, mais je ne suis pas près du bon Dieu et donc ça n'avance pas très très vite. Vous êtes proche du paradis quand même en Calédonie. Nous l'avons compris, donc l'amiante est affaire de réglementation, mais aussi de prise de conscience et de responsabilité individuelle. Mais pour autant, faut-il savoir où se trouvent les zones amiantifères. Alors, regardez cette carte, justement. C'est une carte qui date de cette année. Elle permet de visionner les zones potentiellement amiantifères. Vous voyez, il y a plusieurs zones qui ont été indiquées avec des probabilités fortes, moyennes, indéterminables ou nulles. Les types de roches ont été recensés, ainsi que les types de fibres.
avec les limites de communes et de zones d'habitation. Donc ça, c'est une carte qui est en ce moment, qui circule depuis l'année 2007, qui a été faite, je crois, par la DAS. Hein. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on a compris, et vous le comprenez aussi, que la cartographie est essentielle. C'est une cartographie que l'on a là, mais qui mériterait peut-être, Monsieur Robineau, d'être affinée, n'est-ce pas ? Certes, on peut l'affiner, mais on n'arrivera jamais à un point de détail suffisant pour dire à tous les coups, à cet endroit-là, on n'a pas de fibre. Ça représente un travail gigantesque qui n'est même pas possible pour l'ensemble des géologues de la métropole et de la Calédonie réunis. Donc on va certainement vers une autre approche de cette cartographie des zones à risque par un inventaire des sites aménagés déjà où l'on trouve de l'amiante, parce que tout de suite on pourra proposer des mesures de remédiation et on verra bien, parce que ces sites aménagés sont proches des populations, quels sont les endroits où il y a vraiment une problématique sur lesquels on peut avancer. Donc on ne va pas passer partout pour voir où il y en a, on va s'intéresser aux sites aménagés proches des populations et on va essayer de repérer les zones amiantifères comme cela. Madame Baumann, je vous voyais acquiescer. Oui, et puis il y a d'ailleurs un travail qui est en cours actuellement, même en fin à Waialou. Il y a, comment dire, les risques sanitaires, enfin les indicateurs sanitaires, pardon, que sont justement la répartition des cas de mésothéliome, permet tout de suite de mettre en évidence les zones à risque et de faire un travail beaucoup plus ciblé, ce qui est le cas actuellement à Waialou. J'espère qu'il sera le cas également à Koneti Waka. Et dans les autres zones, peut-être Kanala, Tio, il y a effectivement un travail de détail à faire. On ne peut pas le faire dans tous les sens, juste à la demande. Il faut le cibler ensuite par un travail de recherche derrière. Ça se planifie. Monsieur Barthelmé. Parallèlement aux sites qui sont déjà à proximité des populations, il faut penser également à tous les nouveaux équipements, à tous les nouveaux chantiers qui risque de mettre en évidence des terrains amiantifères qui avant étaient recouverts. Donc on a vraiment, du point de vue cartographique, deux choses à faire. Il y a les zones habitées, tout ce qui est le plus proche de l'habitat, et la deuxième chose, c'est tous les travaux futurs qui vont être faits, où il faut qu'on cartographie correctement pour que les décideurs puissent prendre les bonnes décisions. Monsieur Robineau, l'idéal, ce serait de passer au 1/10 comme ça s'est fait ailleurs? Non, ça c'est complètement illusoire. On a fait une tentative de cartographie détaillée au 10 000e sur la commune de Waialou. Ça nous a coûté 6 mois de travail intensif d'un géologue, plus un stagiaire. Le coût pour les 2/3 de la commune seulement, on n'a même pas pu couvrir l'ensemble de la commune de Waialou, et on est arrivé à un détail qui est certes intéressant pour les zones habitées, mais qui ne présente pas tellement d'intérêt pour les zones non habitées. Et on n'aura jamais ni les moyens financiers, ni les moyens humains pour faire toute la Calédonie au 10 000e. Donc on est revenu sur cette politique de sites, et à partir de ces sites et autour des habitations, faire de la cartographie détaillée. Par contre, envoyer des géologues au front des futurs chantiers, au front des routes, au front, voilà. Madame Robineau, on a compris que le groupe de travail s'était élargi aux communes et aux provinces. Est-ce que là, elles ont un rôle aussi d'amener des données pour alimenter la banque de données ? Absolument. Alors ça s'est pas élargi qu'aux collectivités communales et provinciales, ça s'est élargi aussi aux associations, oui, à l'ensemble de la vie civile, parce que c'est extrêmement important que chacun apporte sa pierre. Bien sûr qu'ils vont apporter un certain nombre de données, et surtout le point d'équilibre va être trouvé, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la communauté plénière, des chercheurs, des collectivités, etc., qui va décider des mesures et de l'utilisation des finances, avec le monsieur Amiante qu'on a nommé, mais c'est bien eux qui vont être les principaux acteurs du règlement de ce problème en Calédonie. Et à terme, M. Robineau, ce serait souhaitable que la DIMINC ait la gestion de ces données ? Je pense qu'il faut un endroit où on cumule la donnée, où on fabrique des systèmes d'information géographique en superposant les couches de données, que ce soit le pot, que ce soit les gisements de pot, que ce soit les routes à problème, tous les sites. Il faut qu'on ait un endroit où la donnée soit pérenne, qu'elle soit accessible à tout le monde, à travers un site internet par exemple, et qu'on fabrique un vrai système d'information géographique avec comme fond, bien entendu, la carte géologique, les affleurements de serpentinite, etc. Et bien entendu, il me semble que ça serait l'idéal de la placer à la DIMINC, puisque nous avons déjà certaines de ces couches
qui sont prêtes, mais ça pourrait être également à la DTSI, ça pourrait être quelque part dans un service du territoire avec accession de tout le public à ces données. Monsieur Barthelemy.